Alhamdulillah, salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Toujours dans la continuité de cet élan historique depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons mentionné que l'islam est une religion, mais également une religion portée par l'histoire. Et donc, même si l'histoire n'est pas notre code, mais cette religion a toujours composé avec les circonstances historiques. C'est très important d'intégrer toujours la dimension humaine et donc historique dans la forme de cette religion. Nous avons souligné que l'islam est une religion au départ qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Aujourd'hui, l'islam que nous vivons, nous avons un islam qui a été toujours transmis dans des cultures et à travers des interprétations théologiques et canoniques. Que ce soit la culture ou l'histoire ou l'interprétation des textes, on est face à une œuvre humaine qui s'inspire de la révélation divine. Les musulmans ont toujours pris soin de séparer le sacré de l'interprétation du sacré, le Coran et l'interprétation du Coran, mettant ainsi la religion à l'abri des aberrations des hommes. Nous avons souligné qu'en théologie, on parle plus de la théologie hanbalite, théologie ash'arite, théologie maturidite, théologie mu'tazilite. Donc on attribue la doctrine aux fondateurs de cette doctrine qui sont des hommes. On ne dit pas la théologie musulmane comme ça, suspendue dans le ciel. Il y a toujours cet aspect humain assumé. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. Donc Dieu renvoie la responsabilité à l'homme puisque c'est le vicaire de Dieu. Il doit assumer la réception de la révélation, son interprétation, mais également assumer son destin historique. Le fiqh aussi, qui est le domaine de la charia, c'est une interprétation normative des textes, œuvre de l'esprit et du génie musulman. On ne dit pas le fiqh islami, on dit fiqh hanbalite, fiqh shafi'ite, etc. On attribue toujours, que ce soit la doctrine théologique ou canonique et même mystique. On dit tariqa shadiliya, tariqa al-qadiriya. Voilà, c'est des voies initiatiques qui sont le fruit de l'expérience intérieure de ces saints. Donc les saints, nous ont légué des démarches initiatiques qui nous permettent d'accéder intérieurement à la connaissance de Dieu. Les théologiens nous ont légué un travail d'accès au secret de Dieu, au mystère de Dieu, par la raison, par l'intelligence. Donc il y a plusieurs voies, plusieurs doctrines, etc. Tout ceci enveloppé dans des circonstances historiques. Donc il faut toujours placer cet héritage dans son contexte, puisque la réalité est prise en considération dans l'économie théologique, canonique et même politique, puisque le khilafa aussi est une invention humaine. Il n'y a pas de texte qui définit la succession du prophète. D'ailleurs, la succession du prophète a fait l'objet d'un débat théologique. C'est pourquoi on a intégré à un moment donné la politique dans la théologie, parce qu'il s'agit du statut de celui qui va succéder au prophète. Est-ce qu'il va hériter du prophète la prophétie ou bien la gestion temporelle? Chez les chiites, il s'agit plus d'une filiation au prophète, mais également un héritage prophétique, puisque l'imama pour eux est un prolongement de la prophétie, puisque les deux imams sont inspirés directement de Dieu, infaillibles, ce qui n'est pas le cas dans la théologie politique des sunnites. Donc voilà, même dans les systèmes politiques, nous avons des doctrines différentes, mais ce qui est remarquable, c'est que ces doctrines de théologie politique n'ont jamais été respectées. C'est la réalité historique qui a imposé justement le destin de ces systèmes califales. Nous remarquons que les chiites, les fatimites, lorsqu'ils ont gouverné le monde musulman, ils l'ont fait en l'absence de l'imam, et quand il y avait des imams, ils n'ont pas gouverné.
Tandis que la théologie politique sunnite, on n'a jamais respecté les critères de l'khilafa. Il s'agit plus d'empereur et de roi. Donc en vérité, en fin de compte, comme disent les biologistes, les théories passent et la grenouille reste. C'est-à-dire les théories théologiques, etc., on a beau spéculer, mais c'est la réalité parfois qui s'impose. Donc il faut séparer ce qui est l'idéal dans l'interprétation du texte et la réalité de cette religion. Il y a des hauts, il y a des bas. On le voit aujourd'hui. Un monde musulman complètement éclaté. Il a toujours vécu dans ces doubles allégeances, allégeance politique à un système califal et allégeance spirituelle à la religion. C'est-à-dire il y avait une double citoyenneté, l'islam étant toujours, à ces époques-là, était dominant. Et l'autre était minoritaire ou minoré. Donc toute la civilisation a été construite et tout l'édifice de la théologie, du droit, etc., ont été forgés dans cette épistémée de dominance. Et nous avons abordé la chute de l'Empire musulman, le dernier bastion califal des Ottomans. Ce bastion s'est effondré et l'islam s'est vu, le monde musulman s'est vu segmenté, démembré en États-nations après décolonisation. Donc voilà, il y a un renversement de l'histoire. Cet islam qui était dominant est devenu complètement démembré, colonisé par les Français, par les Anglais, par les Portugais, par les Espagnols, par les Hollandais. Et donc la présence de l'islam qui va nous intéresser aujourd'hui en France est issue de cette histoire. Cette histoire contemporaine qui est l'objet de ce sujet ce soir est issue de cette histoire et directement issue de pays après décolonisation. On peut dater cette installation de manière réversible depuis les années 70. Voilà notre histoire directe. Bien sûr, l'islam a toujours vécu en Occident et en France notamment, mais à travers la civilisation, la culture et le livre. L'islam était présent au Moyen-Âge par la civilisation. Aujourd'hui, il est présent physiquement, mais sans la civilisation. Les musulmans étant issus de pays décolonisés, etc. Donc, l'âge d'or est derrière nous, alors qu'au Moyen-Âge, l'islam était présent par le livre, par la culture, dans les universités et les bibliothèques de France. L'islam a régné sur l'Occident pendant 6 siècles, à tel degré que Gustave Le Bon a fait cette remarque en disant que les Arabes étaient nos civilisateurs, nos maîtres, pendant 6 siècles. Un Sidilo, je ne sais pas comment ça se prononce son nom, disait la même chose lorsqu'il a exposé dans ses ouvrages l'apport scientifique et philosophique de la civilisation arabo-musulmane. Donc, l'islam au Moyen-Âge était présent à travers la trigonométrie, la philosophie d'Averroès, à travers la chimie, à travers l'art, à travers la théologie spéculative. Donc, intellectuellement et théologiquement, l'islam a marqué, il était présent. Mais autrement, aujourd'hui, la présence musulmane en Occident est une présence sans cet âge d'or. Donc, voilà le bouleversement de l'histoire. Au Moyen-Âge, l'islam était producteur de civilisation. Aujourd'hui, les musulmans sont des consommateurs d'une civilisation à laquelle ils n'ont pas contribué. Ils ont subi une modernisation sauvage, une sécularisation sauvage, donc ils ne font pas l'histoire, ils la subissent. D'où cet état d'esprit de frustration, de vulnérabilité qui règne sur les esprits, même les esprits les plus savants. L'homme étant le fils de son temps, même celui qui pense aujourd'hui la religion, il est le produit de cette décadence. Et donc il pense l'islam encore dans la logique de la civilisation, mais une civilisation qui n'existe plus. Ça, c'est un autre problème, peut-être on va l'aborder lorsqu'on va aborder l'islam et la sécularisation et la laïcité française.
On peut dire que cette présence physique en France a commencé notoirement, bien sûr, avec ce qu'on appelait déjà les Français musulmans, que sont les Harkis. C'est les premiers Français musulmans, on l'oublie souvent. Vers les années 70, lorsqu'on disait Français musulmans, on ne parle pas des Français musulmans d'aujourd'hui. C'était les Harkis qui avait cet intitulé. Vers les années 70, 80, on ne parlait pas encore des Français musulmans tels qu'on l'entend aujourd'hui. Et puis, il y avait la loi de regroupement familial à l'époque de Giscard d'Estaing qui a permis justement le regroupement familial, comme l'indique son nom. Donc, il y a une installation, au départ provisoire, mais qui s'est avérée, avec la deuxième, troisième génération, comme une présence désormais irréversible. Et donc, c'est une situation imprévue, inattendue, doublement inattendue par les musulmans eux-mêmes, parce qu'ils étaient là dans une perspective de retour, que ce soit des travailleurs ou des étudiants. Ce n'était pas dans le projet de ces musulmans de s'acculturer, de prendre la nationalité. Déjà, à cette époque-là, vers les années 70 et 80, il ne s'agissait pas de prendre la nationalité, sinon on est taxé de harki. À l'époque, on avait trouvé beaucoup de difficultés dans nos mosquées, à l'époque, d'inciter les primo-migrants à donner la nationalité à leurs enfants. C'était impensable, parce que prendre la nationalité française, c'est trahir son pays d'origine. On confondait alors l'islamité et la nationalité. Donc il a fallu beaucoup de temps pour changer la mentalité, mais avec la présence de fait de cette deuxième génération, les mentalités des parents ont commencé à changer. Donc vers les années 70, à l'époque de Giscard d'Estaing, il y avait le regroupement familial. Il y a encore une date importante, un fait important également qu'il faudrait souligner, c'est la loi 1901 qui était au départ réservée uniquement à des Français. À l'époque de Mitterrand, il a ouvert la loi 1901 à des étrangers, ce qui a permis aux musulmans, à cette époque-là, nous étions des étudiants, ça nous a permis d'avoir des associations islamiques. C'est grâce à ce changement de loi qui a favorisé la construction des mosquées, etc., etc. Donc il y avait des choses qui ont aidé à ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam de France, mais ce n'était pas planifié. C'était une politique à court terme, regroupement familial, parce que Giscard d'Estaing pensait qu'après le regroupement familial, on aidait encore les enfants à avoir une attache avec la langue d'origine, marocaine, algérienne, et donc les écoles, à cette époque-là, les écoles de la République ouvraient ses portes à l'enseignement du marocain, l'enseignement de la langue, des dialectes, de la langue arabe, tout simplement, pour les Algériens, pour les Marocains, et le turc pour les Turcs, dans une perspective d'apprendre la langue d'origine pour pouvoir aider à un retour au bled. Manque de peau, ça n'a pas marché, et donc ces jeunes-là, ils ont préféré vivre en France et ne pas retourner au pays d'origine. Donc la politique est une chose, l'idéologie est une chose, mais la réalité a surpris presque tout le monde. À cette époque-là, la révolution iranienne remplissait les écrans ici en France. 79, c'est l'éruption de l'islam politique. Un retour du religieux dans la scène politique. C'est la première fois, c'est une forme de désécularisation, un retour de la religion sur la scène internationale et au niveau politique. Donc c'était un moment important dans les mentalités françaises. Moi je me souviens à cette époque-là, on suivait la révolution iranienne avec les tchadors, on parlait à l'époque des tchadors, des femmes couvertes de noir, etc. Donc les mentalités françaises, déjà, ils voyaient l'islam présent, mais à travers l'écran, mais en Iran. Il fallait attendre 1989 pour découvrir ce foulard
en France. Donc ce qui paraît un islam politique dans les pays d'origine avec la révolution iranienne a fait éruption 10 ans après. Et cette date, il faut la retenir parce que c'est une date très symbolique, 1989. Elle correspond à la chute du mur de Berlin, donc la disparition progressive du bloc communiste, la défaite de l'athéisme, du communisme, le bicentenaire de la Révolution française, qui a fait la modernité, et l'affaire du foulard. Alors, au niveau symbolique, il y a un bouleversement total, mais bon, les musulmans ne se rendaient pas compte de tout ça. Nous, on n'était même pas ni dans la géographie, ni dans l'histoire à cette époque-là. Tout ce qu'on retenait, c'est la liberté, l'égalité, fraternité, la France est le pays de liberté, etc. Mais on oublie qu'il y a, derrière les valeurs, il y a une histoire. Et l'histoire est une culture. Et la culture, souvent, est plus forte que les idéaux. Et donc, à partir de là, on a ressuscité la laïcité. Depuis des décennies, on ne parle plus de la laïcité en France. C'est un mot que personne ne connaissait, jusqu'à 1989. Beaucoup de Français ont découvert la laïcité grâce au foulard islamique, qu'on appelle foulard islamique. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où la tension a commencé véritablement lorsque la société française a réalisé qu'il y a des musulmans, ils ont des revendications, il ne s'agit plus de simples immigrés, mais des deuxième, troisième générations qui sont nourris de la culture française et qui empruntent les mêmes canaux de revendication que le reste de leurs citoyens. Ce n'était pas prévu mentalement et culturellement. Et donc, il faut imaginer les mentalités françaises de découvrir ce qui était jadis incolonisé chez lui, aujourd'hui est devenu citoyen, qui a les mêmes revendications, etc. Donc, c'est un séisme mental presque déroutant. Et donc, le problème de l'islam en France est devenu la problématique identitaire de la France. Parce qu'elle est perçue comme une menace des valeurs de la République, puisque l'islam est une civilisation aussi. C'est dans la mentalité des Français, mais également dans la mentalité des musulmans. Parce que dans la mentalité des musulmans, l'islam, c'est aussi une identité, une histoire, une civilisation. Et que l'islam, shamil, c'était le discours des années 80, l'islam, il touche à tous les aspects de la vie. Ce qui est, pour l'Occident sécularisé, une vraie menace. Parce qu'ils ont fait tout pour séparer le politique du religieux. La religion n'a pas à dicter ses valeurs à la société, encore moins à l'État. Puisque les musulmans n'ont pas cette culture de séparation des ordres et que l'islam, de la shorba jusqu'à l'harira, jusqu'au couscous, jusqu'à le gandora, jusqu'à la politique, tout ça c'est l'islam. Tout ce que je suis, c'est l'islam. Donc vous prenez n'importe quel musulman, il va vous dire que je suis l'incarnation de l'islam. Parce que pour lui, tout ce qui est identitaire pour lui, c'est de l'islam. Même quand il vend le shit à des non-musulmans, il dit voilà, tant pis pour eux, de toute façon je suis dans l'islam, tant que je ne le vends pas à un musulman. Et donc effectivement, même la délinquance parfois, elle est attribuée, on le voit avec le terrorisme, aujourd'hui on tue au nom de l'islam. Donc effectivement, ça crée véritablement une grande confusion dans l'esprit de nos concitoyens français. En réalité, cette présence musulmane, elle recouvre plusieurs réalités. Une réalité sociologique, même géographique, les banlieues, les HLM, etc. Donc une visibilité sociale
Quoique, cette réalité sociale change avec l'émergence d'une classe moyenne, etc., avec la réussite plus ou moins réussie de la deuxième, troisième génération, au niveau économique, universitaire, etc. Une réalité ethnique, nous avons un musulman marocain, un musulman algérien, un musulman turc, un musulman subsaharien. Il vient avec tout ça, avec ce bagage-là, hein, et chacun conçoit que son islam du bled, c'est l'islam. Donc il n'y a pas de discernement entre l'ethnique, le culturel et ce qui est théologique. Et puis il y a une réalité, je dirais, religieuse, puisque les Maghrébins en général sont des Malikites, hein, Ash'arites, les Turcs sont des Hanafites. Normalement les Hanafites au niveau théologique sont généralement des Maturidites au niveau théologique. Quelques autres issus du Moyen-Orient appartiennent à l'obédience chafiite, mais sont très, très minoritaires. Donc il y a un côté canonique, hein, mais qui n'est pas le plus déterminant, parce que ce qui structure la religiosité des musulmans depuis les années 70 jusqu'à la moitié des années 90, je dirais même au début de notre siècle, c'était des mouvements islamistes. Des étudiants, d'abord les tablighs étaient présents dès les années 70. Moi, je me souviens, on sortait avec les tablighs, comme les Théoman Djiavat, porte à porte, on allait chez les immigrés pour qu'ils viennent à la mosquée, etc. Donc, c'était des Pakistanais qui venaient, on leur traduisait, on faisait des traducteurs, etc. Donc, il y avait... Et puis, les tablighs étaient plus influents au niveau des primo-migrants. Voilà. Les primo-migrants étaient ceux qui adhéraient à ce mouvement. Les idiots, ils ont préféré plutôt les mouvements frères musulmans, Tala'i, Hizb Tahrir, etc., qui sont des mouvements islamistes plus intellectuels, qu'on trouve généralement dans les universités des pays d'origine. Ce sont ceux-là qui ont structuré un petit peu l'encadrement de la deuxième génération, essentiellement. Bien sûr, il y avait des conflits entre les mouvements à cette époque-là, entre les Tala'i, entre les frères musulmans, Hizb Tahrir, et tout récemment les Ahbash, etc. Donc il y avait... les paysages religieux étaient plus structurés par des mouvements islamistes. Islamiste, pour moi, ce n'est pas forcément péjoratif, parce que l'islamisme, c'est l'engagement pour l'islam, qui peut être pacifique, comme il peut être violent. En tant que tel, c'est ni positif ni négatif. Mais aujourd'hui, il est devenu péjoratif dans le sens où l'islamisme, il est assimilé à un projet politique qui vise à changer la démocratie, les démocraties occidentales. Et donc la structuration de la religiosité était faite par ces mouvements-là, jusqu'à ce que les musulmans de France deviennent un enjeu économique et politique des pays d'origine. Le Maroc, l'Algérie, la Turquie n'avaient pas beaucoup d'influence vers les années 70, 80, 90. C'est aujourd'hui où il y a une influence des pays d'origine, parce que les mouvements islamistes se sont affaiblis par le salafisme, wahhabisme, qui a ravagé, qui a remplacé les tablighs, frères musulmans, ils les ont balayés. Pourquoi ? Tout simplement, depuis les paraboles jusqu'à l'Internet, le paysage de l'islam a complètement changé. Moi, je me souviens, le wahhabisme a pénétré la France par les paraboles, par Iqra, par etc. Et donc, les gens ne fréquentaient plus les mosquées comme avant, et ils n'avaient pas besoin de se déplacer. Eh bien, le wahhabisme entrait directement dans les foyers des primo-migrants, parce qu'ils parlaient généralement langue arabe. Ce qui va influencer leurs enfants, parce que ce que les mamans et les papas, ils ont appris de la part des cheikhs de saoudiens ou autres,
il va essayer de le transmettre à sa manière à ses enfants. Mais les enfants n'ont plus besoin aujourd'hui de la médiation des parents ni des paraboles. Avec l'Internet, aujourd'hui, il y a une traduction du wahhabisme en français sans accent. Et donc, il y a une inculturation, c'est-à-dire une pénétration du wahhabisme dans la culture, et donc il a fait ravage, entre guillemets, dans l'esprit de beaucoup de jeunes, parce que le Tabligh et les frères musulmans à une certaine époque exigeaient de la discipline. Il fallait entrer dans un mouvement, c'est comme les confréries soufis aussi, qui sont présents mais qui sont invisibles. On n'entre pas dans une confrérie comme ça. Il y a une allégeance, le cheikh, etc., une discipline. La même chose pour les Tabligh, la même chose pour les frères musulmans. On entre dans une stricte discipline. La deuxième génération, de par leur nature, ils sont moins disciplinés, donc ils ont préféré le wahhabisme qui est anarchique, il n'y a pas de pyramide, etc. Donc entre eux et Dieu, il n'y a personne. Il n'y a pas de médiation. Et donc c'est un discours qui les a fascinés, donc ils ont adhéré vite à cette idéologie qui s'est retournée contre la France, parce que ce wahhabisme quiétiste est devenu un wahhabisme, un salafisme, néo-salafisme, un salafisme dévoyé qui est devenu violent et qui recrute des Français pour combattre au Moyen-Orient auprès de Daesh. Donc il y a une circulation d'allégeance du Tabligh aux frères musulmans, des frères musulmans au salafisme, du salafisme à la violence. Donc c'est comme des vases communicants, les gens, eh bien, ils zappent, ils choisissent un petit peu le profil qui les arrange. Aujourd'hui, il y a un retour des pays d'origine, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ce qu'on appelle l'islam officiel. L'islam officiel, le malikisme, etc., construire des mosquées, etc. Donc le paysage musulman français a évolué. Il est aujourd'hui plus que jamais éclaté, avec des tendances, avec une représentativité qui n'est pas à la hauteur des enjeux, etc. La situation aujourd'hui est plus que jamais chaotique et qui est perçue comme une menace pour la laïcité. D'où la question de la laïcité qui est remise sur la table. Peut-être ce sera la prochaine thématique, l'islam et la laïcité, donc un côté qui va être traité par Mahmoud Doua, et moi le côté théologique, compatibilité, pas compatibilité de l'islam avec la République, qui sera à notre côté. D'un côté, il y a l'histoire et la philosophie politique de la laïcité, les textes, que disent les textes, et que dit la théologie musulmane quant à l'adaptation aux valeurs de la République. Donc pour osciller entre un islam pensé et un islam vécu, entre l'islam théologique et l'islam sociologique. Comment trouver des coïncidences et des convergences. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.